Allô. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce jeudi 21 août 2014. On va commencer tout de suite, je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Je vais lancer le mumble. Si vous pouvez me confirmer sur le chat écrit, si c'est ok, on va pouvoir enchaîner. Également. Bonjour sur le mumble. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, la forme. Bonjour, ouais, ça va. Ok, vous êtes trader? Non, pas du tout. Il y avait ce meuble de livres, donc on allait dessus. C'est tout. Ah ok. On pensait pas qu'il Ouais, était occupé en fait. Pardon? On pensait pas qu'il était occupé. En fait, ouais, c'est juste l'après-midi de 14h jusqu'à 17h30 en général qu'il y a du monde. Le restaurant, il y a moins de monde, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un mumble qui est dédié à la finance et au trading. Voilà. Et bon, on va bouger. Au revoir. D'accord. On fera attention la prochaine fois alors. Ouais, pas de soucis. Les calls là, c'est ça. Pardon? Non, je parlais à. Non, on est en train de jouer à Counter-Strike, c'est pour ça. Ah, ok. Putain, le con. Merci pour la WAP. Bah, dès qu'on a fini, on quitte, vous inquiétez pas. Non, mais à la limite, elle est dans l'autre salle, mais sinon, il faut partir parce que s'il y a d'autres qui viennent, ça va parler de finance. Ok. D'accord, on va changer de salle alors. Merci. Merci. Tu verras. Nero, tu fais quoi? Les joueurs de Counter-Strike. Bon. Alors. Ok, c'est bon. Ok, donc voilà, moi j'ai toujours mes ventes sur le Dow Jones que j'ai réduit au fur et à mesure, Dow Jones qui marque de nouveaux plus hauts, donc à plus de 17 000, ce qui est mauvais. Je réduis mon exposition donc au fur et à mesure, ce qui libère beaucoup de marge, donc ça peut me permettre de repartir sur d'autres choses, après donc cet échec sur le Dow Jones. Voilà, donc 16h on vient avoir de la nouvelle qui est tombée, pour l'instant pas de mouvement franc, donc je vais regarder, j'aime bien trader l'eurodoll, donc voir si on a des impulsions, ça sera intéressant à suivre. Alors bonjour, combien hein? C'est bon, ouais, pour le son image. Merci Red Bull d'avoir confirmé. Alors, ça on avait vu. Le sondage de la vérité pour savoir si les gens qui critiquent Fab sont juste... Ouais, enfin bref, après je vais pas répéter 107 fois, c'est juste... Bon bah, j'ai déjà tout expliqué par rapport... Enfin voilà, du coup là comme il y a des pertes, il y a énormément de critiques, bon, moi personnellement... Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Après, s'il y en a qui veulent continuer, ça va être un peu lourd puisque je veux bien être transparent, répondre, etc. Mais après, voilà. Donc, là, je vais me concentrer sur le trading et on va voir donc ce qu'il y a à faire. Donc, pour le moment, on a des décalages, mais rien de franc. Donc, c'est un peu nerveux, normal par rapport à une news. On va aller voir la nouvelle, si elle est tombée loin des attentes ou proche des attentes. Donc la nouvelle attendue à 13h, c'était l'indice de la Fed de Philadelphie tombé à 28 au lieu de 19,8. 0,7, ouais, c'est vraiment un bon chiffre par rapport à l'économie américaine. Les acheteurs commencent à prendre le dessus sur l'eurodoll. Donc là, je guette. Je suis en M5 hein, ici. Si clairement ils prennent en main le marché, j'hésiterai pas à rentrer avec une faible exposition. Voilà, ça y est. Ah merde, j'ai désactivé le trading en un clic. Allez. C'est pas grave, ça fait 1 ou 2 points de décalage et je vais réactiver le trading en un clic. Voilà.
Laisse tomber les critiques, on va pas y passer la liste des Red Bull. Ouais, bah tout à fait. Alors on revient sur le point d'équilibre, donc il n'y a pas de décalage franc pour le moment du côté de l'eurodoll. En M5 sur l'euro-dollar en dynamique long terme, ici si je bascule en graphique horaire, on est sur une tendance de fond baissière. Donc si les vendeurs reprennent en main le marché, il faudra savoir se retourner, puisque c'est la force dominante actuellement. Et si on prend à plus long terme encore en journalier, on voit que c'est une belle impulsion. Après ceci dit, si on prend à plus long terme, on voit que l'eurodoll finalement, depuis sa création, l'euro donc, et si je recule encore davantage, reste toujours dans cette même zone. Donc on est vraiment dans une zone qui a été très largement distribuée, voilà, entre 1.30 et 1.40. Donc il n'y a pas de dynamique de fond franche, mais à moyen et court terme, on a effectivement des vendeurs qui sont plus forts. Donc là effectivement on a des vendeurs qui essaient de revenir. Donc s'ils prennent clairement le dessus, je pourrais me retourner. Alors, Kiki qui me demande si j'ai vu le sondage. Alors, les résultats. Ouais. Ok. Mais bon, bref. Ce que je trouve pénible, c'est que voilà, j'ai joué un scénario sur le Dow Jones qui est mauvais. On a l'impression que je suis complètement débile et que je fais n'importe quoi. Et donc tout le monde se permet de venir m'expliquer ce qu'il faut faire. Mais c'est complètement incohérent. La semaine dernière, j'étais très largement positif. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas sur un scénario qui se passe mal qu'il faut se permettre de venir tout m'expliquer, etc. Bon, après, qu'il y ait quelques critiques, mais là, c'est 50 personnes. Il y a même des gens qui m'appellent, genre avec un ton un peu de compassion, mais en même temps une compassion où le gars m'explique un peu ce qu'il faut faire, etc. Mais je suis pas débile, je fais ce que j'ai à faire. Il y a des scénarios qui se passent bien, des scénarios qui se passent mal. Point barre. Après, on enchaîne, on fait d'autres choses. Là, en l'occurrence, je prends mes pertes petit à petit, donc je respecte ce que j'ai dit. Donc, il n'y a vraiment rien d'alarmant. C'est normal d'avoir des bonnes phases et des moins bonnes. Voilà, après, si tout le monde se donne son avis, etc., bon, pourquoi pas. Après, je vais pas y passer 107 ans, parce que bon. Si vous avez quelque chose à faire, si vous pensez savoir ce qu'il faut faire sur les marchés, faites-le. Vous gagnerez bien assez d'argent. Donc, moi, j'ai pas besoin de vos conseils particulièrement. Enfin, je veux dire, dans une manière raisonnable, puisque c'est une émission, on est là pour faire de l'échange, etc. Mais il y en a clairement qui viennent m'expliquer ce qu'il faut faire. Moi, voilà, j'écoute ce qui se dit, je regarde ce qui se fait. Donc, bah, à la limite, le mieux à faire, c'est vraiment, si vous êtes bon, de faire ce que vous avez à faire, publier vos résultats. À ce moment-là, je regarderai. Et si vous êtes bon, je m'en inspirerai. Mais les gens qui viennent me donner des conseils, mais qui n'ont aucun résultat, ça m'intéresse pas. Tout le monde peut donner des conseils. Après, le tout, c'est de trier entre les bons et les moins bons. Voilà. Ça, on avait vu. Alors, trader qui disait bonjour monsieur Labrousse, expliquez comment sont calculés les intérêts sur votre compte même actuellement 1700 € de perte et pas pris en compte dans le calcul de la perf réelle affichée. Pourquoi? Alors, trader, c'est parce que sur MyFXBook, il dissocie bien sûr les retraits. Donc moi, il y a eu des retraits depuis l'ouverture du compte. Tu vois qu'il y a eu 1914 €. Alors en vrai, c'est pas 1914 € qui me sont revenus. Ce sont... en fait, ils comptent dans les retraits également quand il y a des dividendes. Et moi, comme j'étais souvent vendeur de Dow Jones, quand il y a des dividendes qui étaient payés, en fait, ça ne me revenait pas à moi, mais il le comptait comme un retrait. Mais alors déjà, il y a les retraits, parce que chaque mois, je touche 0,16% de l'ensemble du compte. Et il y a aussi ces dividendes. Donc déjà, lui, il ne les compte pas comme des pertes.
c'est dividende alors que dans les faits ça l'est. Sinon il y a les intérêts qui comptent pas dans les pertes. Alors les intérêts ils sont où? Voilà, ici il y a quand même 1724 euros de swaps diverses qui ont été payés depuis l'ouverture. Donc voilà, ces deux choses là en fait sont considérées ne sont pas considérées comme des pertes alors qu'une grande partie le sont. Donc voilà d'où vient la différence. Peut-être que c'est mieux fait du côté du site de MQL4, donc je vais te laisser le lien vers mon signal. Encore les acheteurs qui essayent de revenir, on a une belle impulsion, mais pour moi c'est pas suivi sur l'eurodoll. Si on se met à corriger, franchement, ça peut être intéressant, mais on verra. Tout reste à faire. Donc ça, c'était mon compte perso. Oui, voilà, oui aussi. Enfin, je veux dire, les gens qui se permettent de me critiquer et de m'expliquer quoi faire, encore une fois, quand c'est dans une certaine limite, là, après, ce qui m'agace, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se permettent. Ça, c'est mon compte personnel que j'ai ouvert en septembre. J'en suis vraiment fier. Le fait est que quand ça marche bien et que le contexte du marché est plutôt clément avec ma stratégie, elle est bonne, elle permet d'avoir une progression régulière, etc. Donc, voilà, simplement parce qu'un scénario s'est mal passé, faire comme si tout ce que je faisais c'était pas bon et incohérent, c'est complètement faux. C'est juste que moi je suis plus transparent que beaucoup, donc du coup même quand ça se passe mal on le voit, mais voilà, je pense être tout à fait crédible. En tout cas, si on regarde mes résultats depuis septembre 2013, voilà, sur mon compte personnel, bon, je sais pas qui, sans doute qu'il y en a qui font aussi bien, sans doute qu'il y en a qui font mieux, mais en tout cas il y en a à mon avis pas énormément, et je me demande parmi ceux qui critiquent très durement, ceux qui ont ce type de résultats. Donc ça c'est sur le compte personnel, je vous laisse le lien. Ensuite sur le compte mutualisé, donc voilà, le suivi du compte mutualisé. Et donc là tu vois, voilà, une perte de 1,54%. Donc je te mets ça trader sur le chat écrit. Alors sur le chat écrit, ça on avait vu, vous n'avez pas eu de chance, ou du moins pas essayé de tenir la position un peu plus haut. La même chose sur le CAC il y a un mois. Est-ce pour préserver le drawdown sous 10? Non, pas spécialement. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait sur le CAC, mais non, je sais plus. Franchement, je vais pas vous répondre ou te répondre comme ça, trader. J'ai plus ma position en tête sur le CAC, mais là, c'est qui t'a appelé? Bon, un gars, je sais pas. Après, tout le monde peut m'appeler, hein. Y a mon numéro public, donc etc. Fab, tu peux expliquer pourquoi tu as coupé des positions d'une minute sur le Forex alors que d'habitude tu gardes plusieurs heures? Là j'ai envie de faire un peu de court terme parce que du coup avec cette position très longue sur le Dow Jones, j'avais plus beaucoup d'activité, alors que moi ce que j'aime c'est être actif sur le marché. Donc voilà, revenir à mon intérêt principal, c'est-à-dire établir les scénarios dans l'intraday, couper rapidement, chaque soir être liquide, c'est ça mon objectif et mon plaisir à la base quand je fais du trading, donc je reviens à ça. Voilà. Trado qui dit tu fais n'importe quoi, en fait tu trades au pif, ça fait pitié. Bah Trado, voilà, je t'ai mis les liens Trado au-dessus, donc notamment mes résultats depuis septembre. Donc bon, si tu considères que ça c'est trader au pif, pourquoi pas. Moi en tout cas je suis très fier de ces résultats. C'est vraiment une courbe de progression nette qui indique tout sauf du hasard justement. C'est des gains très réguliers, des pertes qui arrivent de temps en temps et qui sont compensées par des gains plus récurrents qui permettent de faire progresser le compte. Donc on est très loin du hasard. Donc ce que tu dis est faux, Trado. 58. Et si tu... n'hésite pas toi à partager quelque chose, voilà, d'un peu plus poussé que simplement une critique sous un pseudo sur le chat. N'hésite pas. Je regarderai ce que tu produis avec plaisir. Et attention, pas trop de plaisir parce que t'as pas l'air sympa envers moi, mais avec attention. Kiki qui disait tu as dit quoi au mec qui t'a appelé? Tu l'as remballé? Non, j'ai discuté avec lui. Après j'écoute hein, les gens, il n'y a pas de souci, c'est juste que je réponds. Voilà, la moindre des choses quand on me critique, c'est que je réponds.
c'est pas trop adapté aux indices. MyFXBook disait Red Bull. Ouais, effectivement. Bah, MyFX, de toute façon, il y a FX dedans qui est le Forex, donc effectivement, c'est pas très adapté, mais bon, ça reste quand même pas mal. Fab cherche pas à te rassurer, tu fais de la merde, point barre. Arrête de te rassurer toi-même, on s'en fout, disait Tredo. Bah, je t'emmerde, Tredo. Tredo 58. Hein. À pas confondre avec Tradezor, qui lui est quelqu'un de sérieux et tout à fait sympathique. Donc voilà, Tredo 58, ma réponse. Trader qui disait, est-ce que tu as l'équité affiche actuellement de 93.90 prennent en compte ces indices qui font baisser le compte. J'ai pas... De quoi l'équité affichée actuellement 93.90. C'est quoi 93.90 en pourcent c'est? Oui, bah là en tout cas mon équité est à 92 114 euros, donc vous utilisez toujours d'anciens indicateurs de tendance ou juste un graphe sur M5? Non, je regarde surtout les graphiques et j'essaie de voir un peu le contexte. Voilà. La tendance, tu la vois à l'œil quand même si tu as besoin d'un indicateur, disait Red Bull. Ouais, moi les indicateurs j'en ai utilisé, mais bon, c'est vrai que la plupart des choses qui se passent sur le marché, on les voit quand même à l'œil. Le compte perso de Fabien est une bonne technique de Moyen-Âge, dommage, elle n'a pas été reprise sur le MAM, disait Trader. Dans l'ensemble, c'est à peu près la même logique Trader, qui est reprise sur le compte mutualisé. Après, je pense que c'est un contexte marché qui était plus délicat qu'en début d'année, et je pense que le contexte redeviendra clément pour mon approche prochainement. Peut-être pas, mais c'est tout à fait probable. Donc du coup, j'applique une stratégie, je m'y tiens. Après, il ne faut pas non plus changer tous les 4 matins de stratégie, surtout pas dès que ça se passe mal, un petit peu arrêter et passer à autre chose. Je pense qu'il faut quand même progresser, ne serait-ce que pour faire un repère, savoir ce qu'il faut améliorer, changer, etc. Salut Phil qui nous a rejoint, comment tu vas? Moins 35% l'autre jour sur le Bitcoin, disait Phil. Ouais, effectivement, il y a eu un flash crash. J'en ai pas su plus. J'ai regardé quelques titres d'articles, donc j'ai vu que ça avait fait un peu la une, mais je sais pas plus. Si tu as des articles, des vidéos intéressantes à ce sujet, n'hésite pas, Phil. Ceux qui disaient lol Fab, perds pas ton temps avec des critiques non constructives. Bon. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler. Donc sur l'eurodoll, on est actuellement dans une zone d'hésitation. Il y a eu un peu d'excitation au moment de la publication, qui était quand même différente des attentes. Mais finalement, on n'a pas de vrai décalage. Donc, c'est une zone qu'on a déjà pas mal travaillé ce jour. Donc, pas d'indication précise. Aucun des deux camps qui prend réellement le dessus. Voilà, on allait tenter de casser, mais on voit que tout de suite, on a manqué de force. Et que les vendeurs ont repris en main le marché pour revenir dans la zone déjà pas mal distribuée. Si on cherche une zone de support, voilà ici. C'est surtout cette zone là cet après-midi. Donc, tant qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas d'alerte. Si on la casse, ça veut dire qu'un des deux camps prend le dessus. Voilà. Du côté du Dow Jones, c'est assez stable. Voilà. Ça en a eu Trader qui disait. J'ai vu le compte MAM des prélèvements pour frais de gestion de compte, ils sont 2% par an, c'est ça. C'est ça Trader, c'est ce que je disais tout à l'heure. 0,16% par mois, c'est 2% par an, c'est ça. Donc il faut faire au moins 2% de bénéfices à l'année pour compenser. C'est ça Trader, oui. Donc il y a 20% sur les bénéfices et en plus 2% de frais de gestion. Donc en gros, pour que ce soit intéressant pour un client qui investit sur un compte géré ou un compte mutualisé ou ce que tu veux, un PAM, je ne sais pas exactement ce que c'est l'abréviation de PAM, mais c'est un peu la même logique, donc un compte avec un gestionnaire. Ça c'est vraiment le modèle de base, hein, 2% l'année plus 20% sur bénéfice. Donc là tu calcules, ça te fait du... bah admettons, le gars il a 100 000. Voilà. Il fait donc, on va dire que le gestionnaire va faire 10% par an. Donc fois 1.10. Donc on arrive à 110 000. On enlève 2% à l'année. Donc il lui reste 7008 et on enlève 20% des gains, donc des 7008. 7008. Fois 0,8. Ça lui fait du 6,24%. Donc ça bouffe quand même pas mal si on fait une performance compris entre 0 et 10% à l'année. Après, là où ça devient
voilà, ça mange un peu plus d'un tiers des revenus pour l'investisseur. Par contre, après, si on commence à augmenter, par exemple, s'il arrive à faire du 15%, là, c'est bien moindre. Puisqu'on fait donc 100 000 toujours. On va faire directement 115 000. Si à la fin de l'année, tu es à 15%. Donc, tu enlèves les 2%. Et tu enlèves 20%. Donc, ça nous fait du 12 700. Donc ça lui fait du 10 160, donc on est à moins de 1 tiers des revenus qui reviennent au trader et plus des 2 tiers qui reviennent à l'investisseur. Alors ça on avait vu. Fab, tu feras quoi quand ton client va se barrer? Demande Tredo58. Il n'y a pas de raison qu'il se barre, Tredo58. Donc c'est une question non avenue. Voilà. Trader qui disait: j'espère que le client peut déduire des impôts ces 2% sur les éventuels bénéfices. Connaissant un peu la fiscalité, JFD étant basé à Chypre, il n'est pas possible de reporter les pertes d'une année à l'autre pour les IPO, contrairement à des brokers basés en France. Dure loi fiscale récente votée, disait Trader. Alors Trader, de toute façon, là en l'occurrence, mon client l'investisseur, c'est un institutionnel derrière. Donc les institutionnels, au niveau fiscal, ils sont au courant et ils savent optimiser les choses. T'en fais pas pour ça. Trader qui disait: il faut à tout prix être bénéficiaire chaque année sur un compte étranger. Les traders. Beaucoup de traders cette année vont avoir la mauvaise surprise, je pense, car beaucoup ont des comptes de brokers à l'étranger, disait Trader. Ouais, après jusqu'à présent, il n'y a rien eu de concret à ce sujet, réellement, mais peut-être que ça va se préciser, les lois, etc. Mais pour le moment, comme l'explosion d'Internet est assez récente, au niveau politique, je veux dire, c'est les 10-15 dernières années, il y a toujours des nouveaux trucs qui se créent, donc c'est pas facile de légiférer pour le moment, donc on verra. Moi, de toute façon, j'ai 1200 euros sur mon compte personnel chez JFD. Je déclare comme un compte personnel. Après, le reste, c'est. Je suis rémunéré en tant que consultant pour les signaux que j'envoie. Donc, c'est un revenu de consultant qui n'entre pas en compte par rapport à de l'investissement direct sur les marchés financiers. Après, pour l'investisseur, bien sûr, là, c'est autre chose. Donc, c'est à chaque investisseur de savoir, de se renseigner auprès des impôts pour savoir quel est le statut optimal déjà pour travailler dans la légalité et ensuite payer des impôts raisonnablement. Alors, on va aller prendre les informations dans les différentes salles de marché. On voit un peu ce qui se dit à droite à gauche, alors que les marchés ne réagissent pas beaucoup. Ici, sur l'eurodoll, c'est calme. Sur le Dow Jones, on est au perché, toujours. Le dollar yen remonte pas mal. Voilà, pas grand chose à indiquer. Alors.
Les valeurs exportatrices en forme, on écoute le point à la mi-séance réalisée par boursier.com. Bonjour, rebond du CAC 40 après le repli d'hier. À mi-séance ce jeudi, l'indice parisien gagne un demi-point à 4260 points. ST Microelectronics, un deal réveille le secteur. En effet, le titre est boosté par l'annonce de son concurrent allemand Infineon du rachat de l'américain International Rectifier. Natexis estime ce matin que l'opération est une bonne nouvelle pour le groupe allemand. Gain aussi pour Alcatel-Lucent. Le groupe a annoncé que sa filiale américaine avait procédé au remboursement anticipé d'un crédit garanti de 1,7 milliard de dollars. Cette opération permet à Alcatel-Lucent de reprendre la main sur ses brevets. Les valeurs exportatrices profitent de la baisse de l'euro. La monnaie unique est à son plus bas depuis un an. L'euro se négocie à 1,32 $ et cela bénéficie bien sûr au dossier exportateur tricolore. Parmi les hausses du jour, on peut noter Rexel, Bontupé ou bien encore Plastic Omnium suivi de CGG et du tandem Bouygues-Alstom. Schneider, Nexans, Valeo et Saint-Gobain en profitent à un degré moindre. Les efforts de la Banque Centrale Européenne pour faire dégonfler la monnaie unique semblent porter leurs fruits, mais les hésitations aussi de la Fed sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt américains est aussi en cause. Rendez-vous à 18 h pour le prochain. Ok, donc ça c'était le point du côté de boursier.com. Pas de réaction pour le moment sur les marchés, pas de grands mouvements. On va suite à l'annonce de 16 h, on continue à écouter ce qui se dit sur les différents médias. On va écouter le BFM Business. On va écouter ce qui se fait dans Intégral Placement. Taux d'emprunt français allemand à 10 ans reste à des niveaux très bas. La banque du futur, elle sera simple. On pourra ouvrir son compte d'où on veut. Ouais, ça m'intéresse pas. Je vais écouter le match des traders. Mais il n'est pas en ligne. Financier.com. On écoute le point fondamental sur les annonces importantes de ce jour. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture autour de l'équilibre, les marchés européens sont en train de se diriger vers la baisse, inquiets bien finalement du coup de frein de la croissance économique en Chine, comme en témoigne l'indice PMI manufacturier qui a dégringolé. On revient sur les plus bas de 3 mois à 50,3 points seulement. Donc on est vraiment proche de la stagnation alors qu'il s'inscrivait encore sur un niveau de 51,7 points en juillet. Le CAC lui donc redonne 0,15%, on revient autour des 4234 points. Ailleurs, Francfort qui reste proche de l'équilibre en baisse symbolique de 0,06% à 9308 points. Alors à noter qu'en en zone euro, la conjoncture économique, elle, n'est guère plus réjouissante qu'en Chine, puisque en France, le PMI manufacturier a poursuivi son repli pour revenir à seulement 46,5 points. Donc c'est un niveau extrêmement faible. Il était déjà pas très bon au mois de juillet, puisque il s'inscrivait autour des 47 points, et puis surtout il manque les attentes du consensus qui tablait sur 47,8 points. Mais au-delà de la baisse du PMI manufacturier, cela veut surtout dire que la contraction dans le secteur a amplifié au cours du mois d'août, donc de très mauvais augure pour la croissance française. Alors quand même un petit motif de consolation, le PMI des services toujours en France, qui lui en revanche remonte la pente.
pente et dépasse même les attentes puisqu'il atteint 51,1 points. Alors du côté des valeurs, bien les cycliques en toute logique sont plutôt mal orientés. On a notamment le secteur bancaire qui se distingue dans le rouge avec BNP, Crédit Agricole ou encore Société Générale qui se distingue parmi les plus fortes baisses. Et puis à l'inverse, le secteur défensif, lui, vient surperformer la tendance avec notamment Accor qui se retrouve même en tête du CAC, suivi de LVMH ou encore de Essilor qui se distingue donc dans le vert. Et puis les utilities aussi qui surperforment la tendance avec GDF Suez qui rebondit ce matin ou encore Veolia Environnement. Et puis un dernier point sur l'euro aussi qui reste lui en revanche sur ses plus bas de 1 an face au dollar. On est autour des 1,3260. Voilà pour ce point sur l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée. Le point réalisé par monfinancier.com. Du côté de l'eurodoll, on a de l'hésitation, des cours qui restent vraiment stables sur des zones qu'on a déjà pas mal distribuées et pas de dynamique franche. Du côté du Dow Jones, on est toujours au perché sur un élan haussier. Pour l'instant, on bute un peu sur une zone, mais la dynamique, si on regarde ici en M5, est clairement haussière, ce qui justifie mes prises de perte au fur et à mesure, étant donné que j'avais un biais baissier sur le Dow Jones. Alors, sur le chat écrit, ça on avait vu, ça on avait vu. Alors, trader qui nous partageait une file de discussion sur la fiscalité sur DailyFX, apparemment assez complète, merci. Également une file de discussion sur la fiscalité sur le forum de vidéo bourse si ça vous intéresse. Pas mal d'informations également de ce côté-ci. Alors, quelqu'un trade avec Ishimoku, c'est une technique des plus efficaces, donnant 7% par mois avec un faible drawdown sur Forex Factory. Vous pourrez trouver des pistes, disait trader. Ouais, bah si tu as un lien à nous partager, n'hésite pas, trader. Trader qui disait Fabien semble trader avec une part d'intuition et d'impulsion. Cela peut bien payer si c'est dans le bon chemin. Il gère quand même raisonnablement ses pertes. Bonne chance, disait trader. Trader qui disait Fabien peut tout à fait refaire 8% de bénéfice sur une semaine sur une légère pyramidalisation. Il faut qu'une forte tendance apparaisse et il en apparaît toujours au moins une fois par mois. Fermez-moi un petit coup. On avait vu. Voici une analyse pas mal sur le câble, disait Invest, on va aller regarder ça. Non, c'est des conneries, d'accord. Alors Invest, arrête de polluer le chat s'il te plaît. Voilà.
Ralentissement économique et immobilier, maintenant confirmé la dépression, donc un biais globalement plutôt baissier, toujours du côté de Moneymaker Edge. On écoute la chronique. Bonjour à tous, bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin Prescott avec vous en ce 20 août 2014. Un grand plaisir de vous retrouver après des vacances absolument extraordinaires en ce qui me concerne. J'ose espérer que vous avez eu l'occasion d'en profiter, que la température a été clémente de votre côté aussi. Et si ce n'est pas terminé, bien profitez-en bien. Maintenant, je veux vous rassurer, je ne me suis pas enrôlé dans l'armée. J'ai tout simplement tombé sur un coiffeur très agressif. Alors, je vais survivre. Rassurez-vous, ma coupe de cheveux n'est pas naturelle en ce moment. Là, d'habitude, j'ai tendance à avoir les cheveux un petit peu plus longs. C'est pas plus grave que ça. Donc, trêve de plaisanterie. Écoutez, il y a plusieurs nouvelles qui ont attiré notre attention dans le courant des dernières semaines pendant notre absence. On veut absolument y revenir. Le comportement de la bourse. Ce qui est formation, les amis, très simple. Formation sur Montréal au début septembre, c'est complet. Deuxième semaine de septembre sur Paris, c'est complet. J'ai déjà fermé les dates. Il nous reste 4 places sur la deuxième semaine de Paris. Donc, inscrivez-vous rapidement parce que dans les prochaines heures suivant cette vidéo-là, c'est complet. Ça va nous amener à des formations sur Montréal au début décembre et la semaine suivante sur Paris pour les 2 dernières formations de 2014. Donc, une en début décembre, une sur la semaine suivante à Paris. Début décembre sera à Montréal. J'ai déjà mis les dates là, sur le site web, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et si vous désirez vous y inscrire, premier arrivé, premier servi, bien sûr. Concernant le groupe investisseur, je vais amener 2 points très importants. Il y a déjà évidemment des gens qui sont intéressés à joindre à nous. Il y a des gens qui sont déjà dans le groupe actuellement. Et je vais vous faire une petite confidence ici qui est importante pour moi. Je m'engage envers vous, d'abord et avant tout parce que ça fait partie de ma personnalité, à demeurer transparent. La plupart d'entre vous, vous le savez déjà, on est dans un système actuellement où les gouvernements, le système bancaire, tout ce qui est les sociétés d'investissement, continuent d'essayer via les médias de masse à rassurer la population que tout va bien, que comme si de rien se passait actuellement de négatif dans l'économie actuelle. Okay? Et bien entendu, on veut garder les moutons endormis le plus longtemps possible. Si, et la raison principale, j'ose imaginer, j'ose croire, que vous nous suivez avec autant d'intérêt depuis si longtemps dans notre canal YouTube et partout à travers notre infolette, c'est que vous avez confiance en moi, vous avez confiance au groupe Moneymaker Edge. Je ne suis pas ici pour vous dorer la pilule, je ne suis pas ici pour faire la police ou jouer le rôle d'une gardienne d'enfant. Mon rôle à moi, c'est de vous dire la vérité et en tout ça, en me servant de mon gros bon sens. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que depuis le mois de juillet où on a commencé à annoncer le groupe investisseur Moneymaker Edge, qu'on a mis sur pied la structure, au mois de juillet, on a retiré des gains nets de 5% par compte associé. Donc, c'est loin d'être négligeable lorsqu'on fait 5%. Maintenant, ce qui s'est produit, tout le monde est heureux, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Au mois d'août, du 1er août aller jusqu'au 20, on a subi des pertes. Et là, en 3 semaines, écoutez, j'ai commencé à recevoir des mails de gens qui me disent « Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce qui s'est produit? » Les amis, soyez conscients d'une chose. Pour faire de l'argent, il faut prendre un risque avec de l'argent. Soyez rassurés que dans la méthode Moneymaker Edge, notre risk management est très faible. Vous avez constaté dans vos comptes d'investissement que la prise de transaction est très très faible en quantité. Okay? On a fait certaines transactions qui se sont avérées négatives. Ça s'est tourné contre nous. On a subi une perte au mois d'août jusqu'à maintenant de quelques pourcents. Mais essayez de garder l'esprit ouvert sur une moyenne longue période. Si vous regardez votre compte d'investisseur à chaque jour et que pendant 3 jours consécutifs, vous voyez des pertes s'accumuler et vous commencez à ne pas dormir la nuit, vous n'avez probablement pas une capacité au risque et par le fait même, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit avec le groupe investisseur Moneymaker Edge. Okay? Soyez sans crainte. Depuis le début janvier, aller jusqu'à la mi-juillet, au 15 de juillet, on avait 23% de retour sur investissement sur les comptes associés. Et oui, on est à 19% malgré qu'on a perdu 4% au mois d'août jusqu'à maintenant et le mois n'est pas terminé. Le message est passé et je demeure bien sûr à votre disposition si vous avez eu des questions
additionnel, ou si vous voulez adhérer à notre groupe d'investisseurs à profit, bien sûr que vous pouvez m'envoyer un petit mail, ça va me faire plaisir de vous retourner les documents nécessaires pour bien sûr vous informer adéquatement sur ce que représente notre opportunité dans le groupe investisseur Moneymaker Edge. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est obligatoire de prendre la formation Moneymaker Edge pour investir dans le groupe. Non, absolument pas. C'est deux produits complètement distincts. Le groupe investisseur est ouvert aux particuliers avec certains avantages pour les gens qui font partie de notre communauté, mais c'est ouvert à tous. Okay? Et bien sûr que la formation, c'est une formation de trading pour vous apprendre à prendre votre propre capital en main, bien diversifier vos actifs pour vous protéger contre l'économie à venir. Okay? Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, petit rappel sur ce qu'on avait vu dans l'économie dans le courant des dernières semaines. Je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, si vous vous souvenez bien, on va regarder le pétrole en premier lieu parce que j'en avais parlé. Je vous avais dit, je vais attendre que le marché retourne au dernier sommet et je vais sortir ma position si on ne continue pas de monter. Alors, j'ai sorti ici au maximum lorsqu'on est retourné au sommet précédent et on a eu une très, très belle correction. Donc, très, très belle prise de position ici à me retirer pour venir retirer mon gain. Étant en vacances, je n'ai pas pris de position en baisse parce que je ne trade pas le mois d'août. Je trouve qu'il y a les volumes sont très faibles dans les transactions, ce qui augmente mon niveau de risque. Ça, c'est personnel. J'ai préféré pas transiger, mais j'ai quand même retiré un très beau gain sur la position ici. On va continuer de descendre parce que plus que l'économie ralentit actuellement, on va voir le prix du pétrole descendre. Mais soyez conscients que si le moindrement on recommence à parler avec ampleur de ce qui se passe actuellement entre Israël et la Palestine, l'Ukraine avec la Russie et le monde occident qui veulent absolument aller en guerre en Russie, mais ça c'est une autre histoire, et ainsi de suite, les prix pourraient repartir à la hausse. Okay? Mais pour l'instant, je n'ai pas de signaux d'entrée ou quoi que ce soit. On avait un très beau signal de changement de direction ici, on avait un très beau signal de changement de direction ici, pas de changement de direction, de continuation baissière. Maintenant, il est beaucoup trop tard pour entrer dans le marché du pétrole dans le moyen et long terme, à moins que vous utilisez des produits dérivés de très court terme, les CFD, les contrats futurs, le Forex, ainsi de suite. Okay? D'ailleurs, c'est là-dessus que nos traders transigent beaucoup dans le groupe investisseur. Donc, pas de position potentielle, on laisse le marché continuer de descendre et en temps et lieu, on se repositionnera. Et dans les gens abonnés à l'infolette, vous aurez les informations concernant ça. Je vous avais dit que malgré tout ce qui peut se produire au niveau économique et mauvaises nouvelles et tous les conflits géopolitiques qu'on voit, que le marché était pour continuer de monter. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le S&P 500? Les amis, on continue de monter. Okay? Et la meilleure preuve de ça, on a recommencé, on a eu évidemment une inquiétude. On a eu une inquiétude entre l'Ukraine et la Russie. Ça a fait bouger légèrement le marché par en bas. Aucune inquiétude. Il y en avait qui commençaient à dire « c'est le crash, c'est le crash, c'est le crash ». Non, c'est pas le crash. C'est tout simplement une légère correction. Les banques vont continuer de stimuler artificiellement. On va continuer d'imprimer de l'argent pour être capable de sauver l'économie, faire la plus grande faillite possible. Et on va continuer de monter. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété et vous l'avez devant vous encore une fois. Notre prédiction est valable. On continue de monter. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans le courant des 2 dernières semaines de trading, depuis qu'on a eu la légère correction. Maintenant, on est en train de retourner tester le sommet. Si on n'a pas l'engagement nécessaire pour le traverser, nos traders Moneymaker Edge reconnaissent l'indication ici, des volumes faibles, on pourrait retomber 10 fois plus vite. On veut être conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va fier notre prise de position en tant que trader sur un seul signal. Lorsqu'on a plusieurs événements qui se produisent au même endroit, qui nous donnent une direction dans le marché, on prend une position. Ici, la seule chose qu'on peut voir, c'est une seule indication. J'ai besoin d'avoir plusieurs indications pour prendre une transaction à faible risque. Mais je suis conscient qu'on a un potentiel de voir le marché corriger 10 fois plus rapidement que cela a pris le temps à monter, à cause de l'indication que nous avons actuellement. Est-ce que je panique? Non, mais je surveille attentivement. Autre point important à surveiller. J'en avais parlé dans une des vidéos précédentes, je veux y revenir. Les crises importantes qui ont été vécues, la crise d'octobre 29,
octobre 2000, octobre en 2008. Est-ce que vous commencez à comprendre le pattern ici? Surveillez attentivement le marché de la bourse. On pourrait voir une correction sévère se produire au mois d'octobre. C'est les tendances que nous avons eues dans les derniers crashs boursiers des dernières années qui se sont présentées devant nous. Donc le mois d'octobre est un mois à haut risque pour le commun des mortels qui ont un portefeuille puis qui laissent ça gérer par n'importe qui. Ça peut être un mois excessivement profitable pour les traders qui transigent à la minute près dans le marché parce qu'on a la capacité de retirer des gains autant quand le marché descend que le marché monte. Donc, ça peut être une transaction très intéressante à venir pour le groupe investisseur et les traders Moneymaker Edge, mais encore une fois, ce c'est pas prédit à 100%. Soyez juste conscient que la plupart des crises ont eu lieu au mois d'octobre. On veut en être conscient. L'autre point, je vous avais parlé qu'on continuerait de marteler à la baisse le prix de l'or et le prix de l'argent dans le but de pouvoir stimuler davantage le dollar américain. Vous vous souvenez de ça? Alors, qu'est-ce qui s'est produit dans le courant des 3 dernières semaines depuis les vacances? On est en train de continuer de corriger dans notre tendance baissière, exactement comme je vous l'avais prédit dans les vidéos précédentes mes vacances. Et ça, c'est l'argent. On regarde l'or, c'est pratiquement la même chose. Et qu'est-ce que ça a créé? Hein? Parce que je vous en avais déjà parlé. On va marteler le prix des matières précieuses pour essayer de maintenir en vie artificiellement le dollar américain. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le dollar américain? Une tendance haussière. Plus on va continuer d'avoir besoin de garder le dollar américain fort, plus on va continuer de vouloir dévaluer l'or et l'argent qui représentent évidemment l'effet levier contraire entre le monde tangible, c'est-à-dire les matières précieuses qu'on possède en main, qu'on est capable de toucher, et le marché irréel, qui est tout simplement des contrats qui sont transigés dans le marché de la bourse et qui n'a rien de tangible de rattaché. Ce n'est que des chiffres, tout simplement. Okay? Donc, vous voyez un petit peu l'effet ici. Encore une fois, ça va se continuer. Soyez sans crainte. Et en temps et lieu, si on a des prises de position intéressantes, je vous ferai signe. À même titre que je vous dis présentement de surveiller attentivement le S&P 500, le Nasdaq, le Dow, le CAC 40, le DAX en Allemagne. Parce qu'on atteint le sommet précédent, on risque de voir, si on n'a pas l'engagement nécessaire, une position baissière à venir. Donc, soyez conscients de ça. Concernant les nouvelles, donc, vous avez bien vu que le marché a continué de monter, même depuis la semaine dernière, depuis les 2 dernières semaines. On a repris ce qu'on avait perdu sur la dernière petite correction baissière. On continue de monter comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, malgré toutes les nouvelles négatives. Écoutez, là, particulièrement la semaine dernière, on a eu un flot de mauvaises nouvelles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de l'Europe, en France, en Allemagne, autant les pays, autant les entreprises qui suppriment des emplois actuellement. Et malgré tout, le marché qui continue de monter, si vous n'avez pas pris conscience de ce qui est en train de se produire, écoutez, j'ose espérer que vous êtes plus que ce que j'appelle gentiment des tubes digestifs. Un tube digestif, c'est quelqu'un qui se lève, qui va aux toilettes, qui se nourrit, qui va travailler, qui revient à la maison, qui écoute la télé pour s'endormir, qui se couche et qu'on répète le processus, et qu'on répète le processus, et qu'on répète le processus. Donc, soyez conscients que ces gens-là, malheureusement, n'ont aucune conscience de ce qui se produit actuellement. Ils continuent d'être convaincus que tout va bien et ne sont pas conscients de tout ce qui est en train de se produire, évidemment, par la porte d'en arrière. Et c'est ça qu'il faut surveiller attentivement. Donc, semaine dernière, mercredi dernier particulièrement, la bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, faisant fi des statistiques économiques, des résultats d'entreprise décevants. Tout le monde est sorti avec des chiffres décevants. On est sorti, puis je vais vous donner là d'autres informations qui sont reliées à ça. Okay? Il y a eu une augmentation des inscriptions des gens au chômage. Ça a tout sorti mercredi dernier. Les entreprises font vraiment pas bien dans leurs revenus.
Puis malgré ça, la bourse a monté de 22,68 points mercredi dernier. Essayez de trouver la logique dans ça, si ce n'est pas manipulé de toutes pièces, et bien sûr qu'on est très conscient du système bancaire, que la Fed va continuer de supporter artificiellement l'économie qui est complètement en train de tomber dans les toilettes. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et bien sûr que ceux qui ne seront pas préparés vont en subir les conséquences. Le GDP, le produit intérieur brut japonais, qui a tombé de 6,8%, un record. Et ça, c'est malgré l'endettement par l'impression monétaire du gouvernement japonais. Depuis 15 à 17 ans, ils sont rendus à plus de 250% de dettes accumulées sur leur produit intérieur brut. Et malgré ça, et on continue d'imprimer de l'argent en se disant qu'on va sortir de nos dettes en imprimant encore plus de dettes. Voyez-vous la logique dans ça? Mais c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Le Japon le fait depuis 17 ans et malgré toute cette stimulation-là artificielle, le produit intérieur brut qui tombe de 6,8% au mois de juillet, écoutez, c'est absolument insupportable. Je continue de vous dire que c'est le premier grand pays qu'on connaît qui va vivre dans le courant des mois à venir une hyperinflation absolument terrible. Le prix du pétrole, le prix à la consommation, les aliments pour se nourrir et ainsi de suite vont exploser parce qu'encore une fois, s'endetter pour payer des dettes, ça ne fonctionne pas, c'est ridicule et c'est exactement ce qu'on est en train de voir partout sur la planète actuellement. Au Canada, les mises en chantier au niveau des nouvelles résidences devraient diminuer d'ici 2 ans, estime la Société d'habitation canadienne, d'accès au logement et ainsi de suite. Donc, encore une fois, ce que je vous annonce depuis déjà 3 ans, qu'on est à la fin du cycle immobilier, qu'on va changer de direction. Là, il y en a qui se réveillent. Ça fait déjà 3 ans que vous êtes conscients de ça. Là, les gens commencent à allumer. Tous les chiffres nous tendent à dire qu'on s'en va dans une correction importante du côté du cycle immobilier, les terres arabes et ainsi de suite. Je vous parle de ça particulièrement au Canada, c'est tout aussi vrai en Europe, c'est tout aussi vrai aux États-Unis. La Chine, on a des inquiétudes importantes sur la croissance économique, ok? Parce que les prêts bancaires commencent à s'effondrer, le marché immobilier en Chine commence à perdre son engagement, donc on voit les prix baisser parce que les gens veulent vendre, mais personne n'achète, donc ils sont obligés de vendre à perte. Et là, on est en train de voir le déboulement de tout ça. Et soyez conscients encore une fois que la Chine, c'est le poumon économique de la planète actuellement. Si la Chine ne va pas bien, personne ne peut bien aller. Et c'est comme ça. Donc la Chine est inquiète aussi sur la croissance économique, ce qui n'a pas empêché le marché des actions de continuer de monter comme on en parlait. Zone euro. La production industrielle qui est en baisse de 0,3%. En plus de ça, on a eu une baisse de 1,9% de la production des biens de consommation partout en euros. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien ici en euros? Non. Moody's qui a même diminué encore une fois le niveau de crédit de la France. Donc, encore une fois, la France qui va voir son taux d'intérêt augmenter sur le remboursement de sa dette parce que sa cote de crédit diminue de plus en plus par rapport, évidemment, à Moody's, qui est une entreprise d'évaluation de crédit américaine. Donc, le gouvernement français devra payer des intérêts plus élevés pour s'endetter davantage. Donc, par le fait même, c'est sur les épaules des citoyens français, rien de mieux que ça. Cisco qui va supprimer jusqu'à 6 000 emplois. Donc, on parle ici de diminuer leurs actifs personnels de 8%. C'est énorme. Ça a sorti mercredi dernier aussi. C'est revenu dans les nouvelles mercredi, à même titre que l'augmentation des inscriptions de chômage, la baisse du produit intérieur brut japonais et ainsi de suite. Et le marché qui a monté de 22 points cette journée-là. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit, chers auditeurs? Maintenant, donc, zone euro, la reprise a du plomb dans l'aile. Les inscriptions augmentent plus vite que prévu aux États-Unis, donc ce qu'on vient de mentionner aussi. Brutal coup de frein à la croissance en Allemagne. Même l'Allemagne n'avance plus. Et l'Allemagne et la France sont les deux économies européennes qui supportent actuellement tous les autres pays qui ne produisent absolument rien, qui sont dans une situation catastrophique, qu'on parle de l'Espagne, le Portugal, qu'on parle évidemment là, de la Grèce, qui est responsable actuellement de ces pays-là, l'Italie aussi, qui
Qui est responsable de ça? L'Allemagne et la France. Et là, on est en train de dire que l'Allemagne ne fait plus de croissance, la France ne fait plus de croissance. Est-ce que j'ai besoin d'en dire davantage? Donc, soyez conscients de ça. Et on veut terminer la vidéo d'aujourd'hui avec des petits points importants. Premièrement, j'ai eu 2 questions hyper pertinentes. Et il s'est produit en plus un événement sur Montréal, au Canada, donc chez les cousins francophones. Il s'est produit un événement dans le courant des derniers jours. Je vais en parler avec vous aussi parce que ça reflète exactement ce qu'on va voir à grande échelle dans le courant des semaines, des mois à venir. Donc, il y a des gens qui me disent, super, donc on est conscient que les banques vont faire faillite et on est surtout conscient, bien sûr, que le gouvernement va vouloir évidemment venir à la rescousse du système bancaire. Et comment ils vont faire ça? Créer des nouvelles taxes, bien sûr, couper dans les comptes d'épargne, ce qu'on appelle faire du bail-in, aller prendre de l'argent dans les PEA, et ainsi de suite. En France, à même titre qu'au Canada, on va couper dans les fonds de retraite, on va couper dans les REER, on va couper dans les comptes d'épargne des épargnants. Les gouvernements sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour, évidemment, empêcher la faillite qui est inévitable. Qui va payer? C'est vous, c'est moi. Et surtout ceux qui ne sont pas bien positionnés au niveau de leurs capitaux, de manière à se protéger contre ça. Donc, il y a quelqu'un qui me pose la question qui dit, est-ce qu'il est préférable de rembourser complètement ses dettes avant de voir une crise ou de s'endetter au maximum, étant très conscient que les banques vont faire faillite? Il y a 2 façons de voir les choses ici, il y a 2 attitudes de pensée. Il y a plusieurs analystes financiers comme moi qui sont convaincus que ce n'est pas un problème, évidemment, de s'endetter au maximum juste avant que la crise se produise et être convaincu d'une manière ou d'une autre que vous n'aurez pas à rembourser ces prêts-là. Il va se produire un phénomène, encore une fois, important dans un contexte de crise économique. C'est que vous allez avoir une augmentation, évidemment, des faillites personnelles. Vous allez avoir une augmentation des défauts de paiement sur les prêts personnels, les prêts étudiants et les prêts gouvernementaux. Okay? Donc, au niveau individu, les gens qui ont un bateau sur prêt, que ce soit n'importe quel jouet qui se sont achetés, la voiture et ainsi de suite, tous ces actifs-là, pour une banque, c'est très facile à saisir légalement. Okay? Ce qui est plus difficile, c'est le domaine immobilier, donc des terres et de l'hypothèque. Ce qu'on va voir se produire, c'est que bien entendu que la plupart de ces gens-là, en faisant des défauts de paiement et en faisant faillite personnellement, vont perdre ce qu'ils possèdent. Mais la réalité, c'est que le système légal, donc tout ce qui est relié évidemment au niveau légal, va être tellement embourbé que ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années avant que les banques puissent venir saisir vos actifs, saisir votre maison. Bien sûr, ils ne peuvent pas vous évincer. Alors, il sera de votre responsabilité de venir évidemment prendre une entente avec la banque qui est propriétaire de votre maison, si elle n'est pas complètement payée, et à partir de là, prendre entente de paiement avec eux mensuellement. Donc, vous allez en fait, ce qu'on dit en anglais, squatter. Vous allez devenir des sans-abri dans votre ancienne maison. Tout simplement, et vous pourrez y demeurer tant aussi longtemps que le système légal n'aura pas l'occasion de vous faire passer en cours contre la banque de manière à ce que la banque puisse bien sûr avoir légalement les moyens nécessaires de vous sortir de cette maison-là. Donc en gros, c'est un peu l'histoire. Personnellement, je prône beaucoup plus sur le principe d'avoir absolument aucun cordon ombilical avec personne. Donc si vous avez l'occasion de rembourser vos dettes avant une crise, moi je préconise avoir absolument aucune dette avant une crise. Donc, vous ne serez pas pris dans le système légal ou pénal. Vous ne serez pas rattaché à aucune banque qui va courir après vous pour se faire payer alors que vous avez pratiquement plus rien non plus, et ainsi de suite. Okay? On comprend le principe ici. Donc, je prône davantage pour le remboursement des dettes que d'accumuler des dettes additionnelles, okay? De vous mettre dans une situation encore plus difficile. Maintenant, on m'a posé une autre question importante. OK? Comment peut-on se prévaloir contre la confiscation des matières précieuses par le gouvernement? OK? Parce que vous le savez, je prône pour ça depuis longtemps. Il est important d'avoir de la matière tangible dans un monde irréel. Présentement, c'est une excellente période pour faire des achats de matières physiques, or, argent,
Vous êtes mieux évidemment d'avoir une maison, des trucs payés, tangibles, physiques, que d'avoir évidemment de la devise monétaire dans des fonds mutuels, des fonds de pension, des trucs qui vont disparaître avec des pourcentages au fur et à mesure que les mois et les années vont se poursuivre en avant de nous. Donc, vous êtes mieux d'avoir des choses tangibles. Sur ça, donc, comment se prévaloir contre la confiscation? Et j'espère que vous êtes attentifs ici parce que ça va couvrir plusieurs informations pertinentes. Ne perdez jamais de vue, chers auditeurs, qu'un gouvernement crée les lois, applique les lois et modifie les lois à volonté. Il n'y a aucun... Ouais, donc ça c'est le point de Martin Prescott qui touche à sa fin. Bon, on a un petit bénéfice sur le Rodol, il n'y a pas de gros mouvement, donc je vais le couper. Voilà. Donc une prise de bénéfice pas énorme. J'étais rentré à 1.3275, je suis sorti à 1.3284, donc 9 points, un peu plus de 9 points de profit. Voilà, les acheteurs ont pris le dessus effectivement sur les vendeurs. On était dans la zone qu'on avait pas mal distribuée, là les acheteurs sont revenus. On casse même la zone de résistance, mais ceci dit, il est déjà 17h, donc on s'attend pas à une énorme volatilité. Les heures les plus volatiles c'est matin et après-midi. Bon, voilà, j'ai un petit bénéfice, je le prends, je passe à autre chose. On a de l'hésitation, donc tant que c'est hésitant, tant qu'il n'y a pas de dynamique franche, pas de raison de s'exposer. Assez haut sur le Dow Jones, on a marqué de nouveau plus haut, mais on stagne hein, quand même, on n'accélère pas en ligne droite, mais tout de même on est au perché. Et pour l'instant les vendeurs ne parviennent pas à s'exprimer de nouveau. On a du mouvement de hausse sur l'euro-yen là, mais donc en graphique journaliste, si on bascule en graphique 5 minutes, effectivement on a quand même une dynamique sympa sur l'euro-yen, donc c'est plus le moment forcément de rentrer à l'achat, mais si on a une belle phase de repli, pourquoi pas prendre position, ce serait plutôt cohérent. C'est pas un mouvement énorme, mais quand même on est passé de 137.55 à 137.85, donc un décalage de 30 points. Bon, il n'y a pas... C'est pas de la folie, mais... Voilà, donc je surveille. Marché assez calme dans l'ensemble. Sol c'est écrit. Ça marche les stops sur le Bitcoin. En cas de flash crash, demande Phil en souriant. Tu as le lien Fab, oui je vous laisse le lien vers la vidéo de Martin Prescott. Voilà. Alors, trader qui disait Phil, bon article, on peut jouer un certificat en baisse du Bitcoin, quel broker du coup à jouer pour des traders comme Fab. Trader, si tu veux te diversifier, va au 120. Le Dow Jones ramasse les stops à mon avis, disait Trader. Sur 10 ans de Forex, 15% par an de bénéfices en MAM une fois les impôts déduits. Vous pouvez gagner autant et sans risque dans l'immobilier avec rénovation. Le fisc tue le Forex, disait Trader. Bah en fait, de toute façon, le trading et la finance active en France, c'est pas quelque chose qui est bien vu, donc l'État va pas t'orienter vers ça. Donc effectivement, l'investissement immobilier, c'est plus classique et tu as des aides et c'est voilà, par exemple si tu fais des plus-values notamment sur ta résidence principale, tu payes pas du tout d'impôts, etc. Donc voilà, après c'est un choix, mais effectivement en France c'est bien plus facile de faire de l'immobilier. Après c'est pas le même type d'investissement, mais c'est possible. Ouais.
Robs qui aime pas a priori. Comment il s'appelle déjà le gars de Moneymaker Edge que j'avais reçu, c'est Martin Prescott, voilà. On avait reçu dans le cadre de cette émission, qui a répondu à quelques-unes de nos questions. C'était intéressant. Bah, pourtant, il est intéressant. Après, il a un point de vue baissier et il est tout à fait critique par rapport au système en place, mais bon, c'est sympa à écouter. Et voilà, il fait l'effort de nous partager son point de vue régulièrement dans des vidéos assez complètes. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors, l'article de Phil, je le regarde tout de suite par rapport au Bitcoin. Bitcoin a connu une chute vertigineuse et ultra rapide de son cours. C'est publié sur le site du Figaro. Le cours de la célèbre monnaie virtuelle a plongé hier de 35%, passant ainsi de 470 à 309 $ en quelques secondes. Même si le cours du Bitcoin s'est repris après ce flash crash, 200 autres monnaies virtuelles se sont écroulées dans son sillage. Le Bitcoin a été la cible des spéculateurs. La monnaie électronique a en effet connu la première chute ultra rapide de son cours, aussi appelée flash crash sur sa plateforme d'échange, la BTCE. Son cours s'est effondré de 35% en quelques secondes, passant de 470 à 309 $. Cette chute vertigineuse n'a duré que quelques secondes, puisque le cours du Bitcoin est rapidement remonté au-dessus des 440 $, mais cela suffit pour que 200 autres monnaies virtuelles s'effondrent dans le sillage de la reine des monnaies virtuelles. Les raisons de ce passage à vide demeurent inconnues, mais certains spécialistes remarquent que la chute a été particulièrement violente sur la plateforme basée à Hong Kong. Certains investisseurs de Hong Kong ont en effet parié sur l'envolée du Bitcoin et ils ont massivement emprunté pour faire leurs emplettes. Face à la baisse des cours, les spéculateurs paniqués se seraient précipités pour vendre, ce qui aurait précipité la chute du Bitcoin. Certains blâment ainsi l'absence de garde-fous sur les plateformes d'échange des Bitcoins, comme il en existe sur le Dow Jones par exemple. Au lendemain du flash crash 2010 sur l'indice de la place de New York, les autorités ont en effet mis des coupes-circuits en place pour éviter les ventes en série et l'effondrement des cours. Le trading à haute fréquence permis par l'automatisation des passages d'ordre avait en effet provoqué le plongeon de 9,2% du Dow Jones en l'espace de 10 minutes, une première. Le Bitcoin, une devise très volatile. D'autres spécialistes mettent également en cause l'opacité des plateformes, une manipulation des cours par des fonds spéculatifs comme Pantera Capitals ou Bitcoin Reserve pourrait aussi expliquer la chute du Bitcoin. Soyons clairs, les seules personnes qui savent réellement ce qui s'est passé sont celles qui ont réalisé l'échange. Ce que nous observons n'est qu'une partie de l'iceberg et il nous manque encore beaucoup d'informations, a déclaré l'analyste Raphaël Danieli à Coindesk, site spécialisé dans le Bitcoin et les monnaies virtuelles. Le Bitcoin reste une valeur extrêmement volatile, 20 fois plus que le dollar depuis sa création en 2009. Le Bitcoin a parfois chuté de 20%, son succès explique en partie la volatilité de la devise. De fait, de nombreux produits dérivés et des fonds cotés indexés sur la monnaie virtuelle ont été créés. La Commission des finances estime même que la devise pourrait être utilisée comme nouveau système de paiement, à condition que ce type d'incident ne se reproduise pas. Voilà ce qu'on pouvait lire du côté du Figaro, alors que sur l'eurodoll, les acheteurs continuent à presser. Bon, je surveille un peu mon euro-yen, mais ça se calme, donc je vais pas entrer dans un marché où il se passe rien. Câble là qui remonte un peu, bon. Pareil, il n'y a pas de vraie dynamique, donc je ne vais pas m'exposer pour rien. Pour l'instant, je reste en dehors du marché, et j'attends de voir s'il y a des décalages significatifs. Ça, on avait vu, Kevin prend 10 000... Ça, on l'avait vu. Non, je déconne. C'est de la qualité quand même. Faut pas déconner. Oui, effectivement, trader chez AvaFX, il propose les bitcoins, donc tu peux trader les bitcoins. Après, je sais pas exactement le coût, la commission, etc. Mais tu peux te renseigner du côté d'AvaFX, ils proposent deux produits différents pour trader le bitcoin. Donc il y a le bitcoin mini et le bitcoin classique, je crois. Vidéo de Kevin, donc Kevin Tosh qui sort une vidéo, on écoute ça. Côté de tradinganalyse.com. Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse et comme vous le savez, demain c'est le fameux meeting des banquiers centrales à Jackson Hole
où nous aurons des interventions de Super Mario, de Tante Jeannette, qui risquent de fort impacter les marchés. Mais pour le moment, l'analyse est, ou plutôt l'intérêt du marché est aux minutes de la Fed, et je pense qu'il est intéressant d'analyser ces minutes de la Fed, de rappeler la situation, de rappeler pourquoi ces minutes de la Fed sont importantes, en quoi elles peuvent impacter les marchés indiciels, et en quoi elles ont été interprétées de manière hawkish. Et on va en profiter aussi, ça va être la totale, pour rappeler ce qu'est hawkish et ce qu'est dovish. Alors, oui, regardez, ça c'est ce qu'on a publié, c'est la stratégie publiée ce matin, hein, donc telle qu'elle a été publiée ce matin, je prévoyais 2 niveaux clés à 9300 qui étaient mes niveaux d'achat potentiels, 9308, 9273, ceci a été publié vers 8h30 ce matin, hein, pour les membres. Et alors, regardez derrière ce qu'on a, eh bien c'est tout simplement, voilà, ceci. Donc première petite réaction ici, c'était bon, on a regardé après avec les membres pour plus ou moins, je crois, 16 ticks, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'était 16 ticks, 8 points, donc 16 ticks. Ici, même si on était parti un petit peu au-delà, on n'est pas parti très loin au-delà, j'avais 308. Je crois qu'on est parti à 306.5, un truc comme ça, donc plus ou moins 3 ticks plus bas. Attendez, on va vérifier, j'ai déjà oublié, je viens de le faire hein, avec les membres, mais j'ai déjà oublié. Et maintenant, TradeStation essaie pour la transparence. Voilà, 306, ok, donc 4 ticks plus bas. Ok, ce qui reste de toute façon beaucoup plus petit que n'importe quel stop sur le DAX. Le grand stop sur le DAX étant vers 10, le moyen stop vers 10, le grand vers 14-15 et le petit vers 8. Donc voilà. Alors on pousse un peu plus loin et là c'est effectivement mon retournement. Même si on s'est arrêté à 1 ou 2 ticks au-dessus, peut-être 3 ticks au-dessus, quelque chose comme ça, de mon niveau des 9273. Voilà, donc c'est 3 ticks. 3 ticks au-dessus. Non, excusez-moi, 3 points, donc plus ou moins 6 ticks au-dessus. Ok. Mais exactement le reverse qu'on attend, avec une première petite réaction, on le voit ici, il y avait déjà eu la première réaction, ça c'était mon premier niveau d'achat potentiel, hein, qui a fonctionné modestement, et puis alors ici, étac. Et maintenant on est vers ces niveaux-là. On tourne ici autour. Pourquoi pas un stop légèrement ici en dessous dans le but de viser le prochain niveau. Ou au contraire, si on passe en dessous de ce niveau-ci, ben là on est parti pour VWAP et pourquoi pas plus si affinité. Mais a priori, les chiffres de l'emploi qui sont sortis maintenant n'étaient pas très intéressants. Enfin, pas très intéressants, ils étaient un peu moins bons, mais ils n'ont pas... non, comment... Je m'exprime mal au fait, je me dis oui mais ils vont se dire pourquoi il nous dit que ces chiffres sont pas intéressants pour qui il se prend. Non, c'est pas que les chiffres ne soient pas intéressants, mais c'est que le marché les a considérés comme non intéressants. Pourquoi ? Parce que c'est entre les minutes de la Fed hier et entre la réunion des banquiers centrales demain et que le focus est toujours là-dessus. Voilà. Et c'est pour ces raisons-là que... voilà, ça c'est la stratégie postée le matin. C'est pour ces raisons-là que... eh bien le marché, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, le marché n'y accorde finalement qu'une très relative importance, alors que généralement les chiffres de l'emploi c'est quelque chose qui est au cœur de l'activité du marché et que le marché trouve important. Alors, les minutes de la Fed. Alors, j'ai plein de choses à dire. Bon, premièrement, il faut se rappeler une chose. Hein. Je sais pas, si vous débarquez sur la planète marché, en 2008, il y a eu une crise. On va pas revenir sur les tenants et les aboutissants de la crise. Mais s'il y en a que ça intéresse, on pourrait le faire une autre fois. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Donc, il y a eu une crise en 2008. Pendant très longtemps, hein, je vais dire dans la période pré-Greenspan, la Réserve fédérale avait tendance à être non interventionniste. D'accord ? Et ça a généré des crises très violentes par le passé. Donc là, elle est rentrée dans une logique avec beaucoup d'interventions. Donc ça veut dire des taux d'intérêt, donc des réactions au fait à cela pour stimuler l'économie, des taux bas, et alors effectivement des programmes de rachat obligataires. Ok, ces programmes de rachat obligataires sont mieux connus sous le nom de QE. C'est des politiques alternatives, hein, donc des politiques monétaires alternatives connues sous le nom de QE. QE, c'est le quantitative easing.
D'accord ? Donc voilà. Ces mesures permettent effectivement de relancer l'économie, et donc l'économie est relativement relancée. Maintenant, toutes les meilleures choses ont une fin, et donc effectivement, ces politiques de rachat obligataire, ces politiques de monétaire alternative, ces politiques de taux bas ont une fin à un moment ou un autre. Et quand est-ce que la fin est programmée ? Quand l'économie s'améliore. D'accord ? Et comment est-ce qu'on détermine si l'économie s'améliore ? On regarde le labor market, donc le marché de l'emploi, on regarde les indicateurs économiques, etc. Donc déjà, il y a un moment, on a commencé ce qu'on appelle le tapering. Okay ? Le tapering, c'est l'allègement progressif des rachats obligataires, généralement par tranche de plus ou moins 10 milliards. Ouais, je sais, c'est vertigineux. 10 billion. Ok, donc par tranche de 10 milliards. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous devez comparer ça à un malade qui est complètement, c'est toujours comme ça que je le compare, un malade qui est complètement accro à telle ou telle médication, et donc à tel ou tel médicament, et donc effectivement ce malade, on ne peut pas le débrancher tout de suite, on ne peut pas lui enlever ses stimulants tout de suite, donc on diminue d'une pilule, d'un cacheton par jour, voilà, et c'est ça le tapering. Ok. Maintenant, l'étape suivante, ça va être carrément la hausse des taux. Et la grande question qui a été, je dirais, dévoilée au grand jour, hein, vu que ces minutes de la fête sont au fait les débriefings des meetings de la Réserve fédérale américaine, ça a été de voir dans quelle mesure et quand est-ce que les taux allaient être augmentés. Et là, je vais vous débriefer ici. Ah voilà, ça c'est la vidéo membre qui est faite. Faut pas que je me trompe, voilà. Je vais vous débriefer ici. Je vais vous débriefer le débriefing du meeting de la Fed. Donc, force sur le dollar index en réaction aux dernières minutes de la Réserve fédérale américaine. Donc, effectivement, pourquoi, même si on a eu une action des prix moins agressive que ce qu'on avait vu, que ce à quoi on a été habitué. Et ce parce que il y a le meeting à Jackson Hole, de Yellen à Jackson Hole vendredi. Donc en conséquence de cette force sur le dollar, les paires majeures, donc l'euro-dollar et le GBP pound tombent sur des plus bas, c'est la force dollar effectivement. Donc comprenez bien, hein, hausse des taux, allègement du quantitative easing égale force dollar, ok ? Force dollar normalement égale faiblesse des marchés et des indices. D'accord ? Maintenant, à côté de ça, pour le moment, effectivement, on est fort lié au yen. Donc le yen, quand le yen faiblit, on a tendance à avoir les indices qui montent. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc on s'est éloigné des plus hauts, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus de débats que prévu à ce meeting, et que les taux pourraient commencer à monter assez rapidement. Bon, je ne vais pas vous faire une traduction littérale, je vous résume. Donc la probabilité d'une hausse de taux en juin 2015 est maintenant à 47%, alors qu'elle était à 40% avant le meeting. Maintenant, il faut voir comment ils calculent ça. J'en ai aucune idée, hein, la question est ouverte. Mais bon, en tout cas, on parle de hausse de taux. Même si au début, on est parti un petit peu vers le sud, et bien après, on est reparti sur des plus hauts, effectivement. Après la réalisation de ces minutes. Quoi qu'il en soit, ces minutes étaient plus hawkish que dovish. Ok, dovish, c'est quelque chose qui est baissier pour le dollar. Ok, donc baissier pour les taux du dollar et haussier pour les indices. Hawkish, c'est quelque chose qui est haussier pour le dollar, haussier pour les taux et baissier pour les indices. D'accord, donc c'était plus hawkish que le plus hawkish des meetings qu'on a vu sous le chairmanship de Yellen, qui, je le rappelle, est comment on dit ça? Je vais pas m'y aventurer. Et la personne qui a succédé, n'est-ce pas, à l'oncle Ben Bernanke. Voilà. Donc ils vont finir par arrêter de donner une politique monétaire accommodante.
ça devient beaucoup plus au quiche parce que il y a plein de voting members de la Fed. A few quiche members of the Fed. Ouais, c'est ça. Il y a plein de membres de la Réserve fédérale qui sont partisans d'une hausse des taux et d'un allègement rapide des plans. This minute was likely hawkish, however, they do show that... Bon, ils montrent, en fait, l'idée, c'est que... Oui, voilà, donc ça, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Au plus l'économie s'améliore, au plus il y a des raisons de pouvoir alléger les rachats et augmenter les taux. La question de l'allègement des rachats, elle est lancée depuis longtemps. En fait, c'est surtout la question de quand les taux vont-ils être augmentés qui est importante. Donc voilà, ça montre effectivement que le marché... voilà, labor market, le marché du travail s'améliore plus rapidement que ce que la Réserve fédérale américaine attendait. Et donc voilà. Voilà, ils ont discuté de la stratégie de sortie, parce que c'est la question de, on n'arrête pas un patient malade, on n'arrête pas de lui donner ses médicaments du jour au lendemain. Voilà, et alors l'interprétation de Goldman, c'était que les minutes de la fête de juillet étaient légèrement plus au quiche que prévu, parce que le marché de l'emploi américain s'est amélioré plus rapidement que ce qu'ils attendaient. Voilà. J'espère que ça aide. J'espère que ça aide à avoir... ça vous permet de comprendre un petit peu mieux la situation, en quoi c'est important et pourquoi vous ne pouvez l'ignorer en tant que trader. J'insisterai également sur le fait que eh bien, ces minutes de la Fed ici doivent être suivies de près pour une bonne compréhension des relations intermarchés. Et en l'occurrence, effectivement, à terme, on ne pourra pas, si pour l'instant c'est encore, comme je le voyais avec mes membres, le yen, voilà, vous voyez le yen ici qui tend à être inversement corrélé avec les indices. À terme, on devrait retrouver une relation inverse entre le dollar et les indices, même si ce n'est pas encore le cas pour le moment, et même si les relations intermarchés sont encore un petit peu brouillons. Mais de manière générale, cette hausse des taux de la Réserve fédérale américaine et cet allègement des programmes de quantitative easing sont haussiers pour le dollar, plutôt baissiers pour tous les actifs cotés en dollars, et également baissier pour les indices boursiers US. À très bientôt, j'espère que ça aide et bye. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Kevin Tosh pour Trading Analyse. Alors, je suis rentré à la vente sur le câble. Voilà, on le voit ici. Voilà, le vendeur essaie de revenir. Il y a eu une impulsion relativement franche. Pendant les zones qu'on a déjà pas mal travaillé, donc je tradais plus l'impulsion, mais vu qu'elle n'a pas été suivie, qu'on a les zones pas mal travaillées, je ne vais pas m'attarder, je sors. Bon, il se passe pas grand chose, donc j'ai des petits écarts, mais... L'euro yen qui avait décollé mais 17h21, bientôt la clôture en Europe. Après, si on a vraiment des vendeurs qui reviennent, franchement, pourquoi pas, mais bon, sinon je vais pas rentrer pour rien. Sinon sur le Dow Jones là ça baisse un petit peu, en tout cas ça stagne après la grosse hausse. S&P à 2000 points, vous shortez, moi oui, disait Phil. Moi en tout cas là je vais pas m'y refrotter bientôt au marché action. Pour le moment je m'y intéresserai plus. Invest qui laissait un lien. C'est pas très clair sur leur site Bitcoin Dollar. Est-il le même que celui qui a fait le flash crash? Bah oui, il n'y a qu'un Bitcoin de toute façon. Après, c'est des produits dérivés, c'est des CFD. Donc c'est pas le Bitcoin en lui-même. Mais oui, si les cours du Bitcoin baissent, le produit dérivé basé sur un sous-jacent baisse aussi, a priori. Trader qui demande si je pourrais faire une session de trading sur Bitcoin et comment le jouer chez AvaFX. Non, je peux pas faire ça. Je suis pas trader, j'ai pas de compte chez AvaFX et je connais pas du tout le Bitcoin, donc j'ai pas
parler de choses que je connais pas. Qu'est-ce qu'on avait vu? Ton compte perso peut-il être lié à MyFixBook? Demande Trader. Sur un compte perso, peut-il être lié à MyFixBook? Demande Trader. Bah oui, tu peux. Attends. Kevin a piqué. Fab ne voulait. Gros ratio de gain risque pour jouer la baisse du Bitcoin, disait Trader. Très bien. Bah si tu souhaites le jouer, n'hésite pas. Tiens, ça s'énerve un peu du côté de l'euro-yen. Je vais voir si c'est suivi. Et pourquoi pas rentrer si les acheteurs persistent. Au contraire, s'ils montrent des gros signes de faiblesse, pourquoi pas vendre, mais... Sachant que la dynamique de fond est haussière ici en 15 minutes. Ouais. On a des signes de faiblesse là. Je vais le vendre. Et si jamais les acheteurs pressent, eh bien je suivrai l'impulsion. Donc à suivre. Vente sur l'euro-yen là. Avec les acheteurs qui ont buté sur la même zone que précédemment. Qui semblent perdre de la force. Donc on va voir ce que ça donne. On va écouter la fin de l'analyse de Martin Prescott. Je vous allez essayer du nouveau. Aucune possibilité pour un citoyen de se protéger à 100% du gouvernement ou du système dans lequel on vit. Okay? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a des tonnes de gens qui m'envoient des mails en me disant « J'ai tant d'actifs à tel endroit, j'ai des REER au Canada pour telle valeur, dans tel fonds mutuel, dans ci, dans ça, qu'est-ce que tu me conseilles? » Dans la tête de la plupart des investisseurs, se diversifier signifie avoir des fonds, des actions d'entreprises de différents secteurs industriels, que ce soit des commodités, que ce soit dans le pétrole, dans l'agroalimentaire ou ainsi de suite. Soyez conscient que si votre portefeuille, tout ce que vous possédez est dans le marché des actions, vous soyez conscient que vous êtes à risque parce que tout ça, c'est du papier, c'est des contrats, tout simplement. Et soyez conscient qu'en cas de crise, ces contrats-là, il n'y a rien qui stipule qu'ils seront, bien entendu, respectés. Au-delà de ça, soyez conscient que le gouvernement applique les lois, modifie et crée les lois. S'ils doivent créer une loi pour que ces contrats-là ne soient plus respectés, ils vont le faire, tant aussi longtemps que vous n'avez pas des biens tangibles. Maintenant, est-ce qu'on peut se protéger contre la confiscation de l'or? Non. Si le gouvernement détermine que tous les gens, tous les citoyens doivent payer une taxe sur ce qu'ils possèdent ou, bien entendu, remettre au gouvernement physiquement ce qu'ils possèdent en or et en argent, il est de votre responsabilité de déterminer est-ce que vous allez écouter ce que le gouvernement vous demande ou vous allez devenir un criminel aux yeux de la loi pour ne pas avoir à remettre ce que le gouvernement vous demande. Mais au-delà de ça, il est beaucoup plus difficile pour un gouvernement de venir confisquer de la matière précieuse qui, au préalable, vous avez probablement caché quelque part, que d'essayer de venir confisquer des chiffres qui sont dans le système bancaire, dans un ordinateur quelque part et qu'on peut créer et enlever avec beaucoup de facilité. Il est beaucoup plus facile pour le gouvernement de créer des nouvelles taxes, de faire évidemment, de retirer des comptes bancaires, des profits de comptes bancaires, comme on l'a vu à Chypre l'année dernière, que de venir saisir du matière précieuse, les amis. Donc, vous êtes beaucoup mieux d'investir dans le précieux, mais soyez conscients qu'il n'y a aucune méthode qui vous permet de vous protéger à 100%. Maintenant, ce que moi je préconise, c'est d'avoir un portefeuille géodiversifié. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir, oui, des placements à haut rendement, des choses importantes, mais en même temps avoir de la matière physique de l'autre côté, qui va faire que si vous perdez du capital dans le marché boursier ou dans vos fonds ou dans votre retraite ou dans votre PEA et ainsi de suite,
vous allez toujours avoir quelque chose de l'autre côté qui va garder une valeur tangible et qui risque même d'exploser à la hausse dans sa valeur perçue. Donc, vous êtes protégé des deux côtés. Maintenant, ne soyez pas cupide. Ne cherchez pas à garder et à essayer de trouver la méthode absolue pour ne pas perdre absolument rien dans l'économie actuelle. C'est excessivement difficile à faire. Soyez déjà ouvert mentalement à ce que, bon, exemple, j'ai mis un certain millier de dollars dans le groupe d'investissement Moneymaker Edge. Je suis déjà prêt à le perdre s'il se produit aujourd'hui, demain matin, une crise monétaire mondiale. Je suis déjà prêt à le perdre. Pourquoi? Parce que je suis protégé par quelque chose d'autre. Et si cet événement-là se produit et que je dois perdre une partie de mon capital papier, soyez sans crainte que ça va signifier que tout le reste que je possède en tangible va exploser à la hausse. Donc, si j'ai 70% je donne des chiffres ici, si j'ai 70% d'augmentation dans mes profits sur mon physique et que j'ai perdu 20% de ce que je possède dans le marché des actions, pensez-vous sérieusement que je ne me fous pas d'avoir perdu le 20% là? Ne vous attendez pas à gagner sur tous les fronts. L'important, c'est d'être bien positionné. Parce que si vous retirez un profit d'un côté et que ce profit-là est plus élevé que la perte que vous avez subie, vous serez quand même dans une position gagnante. Alors, j'ose espérer que tout ça vous allume. Vous pouvez aimer la vidéo, mais surtout partager la vidéo. Et je vous souhaite une belle semaine. Je reste en contact avec vous jusqu'à temps que je quitte pour les formations du mois de septembre. Donc, d'autres vidéos à venir. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des questions si vous en sentez le besoin. Ça me fait toujours plaisir d'être là pour vous. À bientôt les amis. À la prochaine. La banque du futur, elle sera simple.
On pourra vérifier d'un coup d'œil si on peut s'offrir cet appartement, faire sa demande de crédit et obtenir une réponse dans l'immédiat. Cette banque du futur 100% mobile, elle existe déjà. C'est ma banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec son époque. Et en ce moment, 80 € offerts. Une adaptation du pacte de responsabilité et un coup de pouce aux emplois d'avenir. Hier, les nombreuses annonces de François Hollande, le président a promis une nouvelle baisse d'impôts pour les plus modestes, mais pour les autres foyers, la note devrait être plus salée. Selon le Figaro, qui cite des sources gouvernementales, plus d'un tiers des contribuables vont payer davantage d'impôts cette année contre 40% l'année dernière. Autre annonce de François Hollande, la volonté de relancer le secteur du bâtiment. Et pour cela, la Fédération française du bâtiment préconise une carotte fiscale. C'est ce qu'a déclaré ce matin Jacques Chanu, le président de la FFB, sur BFM Business. La reprise de l'activité privée se poursuit dans la zone euro malgré un repli en août par rapport à juillet à 52,8. L'activité du secteur privé a stagné en France ce mois-ci. L'indice PMI manufacturé s'établit à 50 points selon le cabinet Markit contre 49,4 en juillet. L'Allemagne, de son côté, enregistre son 16e mois de croissance. Aux États-Unis, chute plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage. 298 000 demandes d'allocation chômage ont été recensées. C'est 14 000 de moins. Épilogue pour Bank of America dans la crise des subprimes. La banque américaine va devoir payer une amende de près de 17 milliards de dollars. C'est un record. C'est l'amende individuelle la plus élevée jamais infligée à une banque aux États-Unis. Bank of America va passer dans ses comptes du troisième trimestre une charge de 5,3 milliards de dollars. Dans l'actualité internationale, 6 nouvelles frappes aériennes américaines cet après-midi contre l'État islamique en Irak. Elles interviennent au lendemain de l'assassinat du journaliste américain James Foley par les djihadistes. Barack Obama avait prévenu hier que les frappes américaines se poursuivraient. Et puis en Ukraine, l'aide humanitaire russe commence à arriver. Les camions franchissent peu à peu la frontière. Le convoi est actuellement inspecté par les gardes frontières ukrainiens. Ce sont en tout 260 camions qui apportent de l'aide aux populations civiles. Ils étaient bloqués depuis une semaine. Il est 17h35 sur BFM Business. Ça a clôturé à Paris et c'est nettement en hausse, Grégoire. Ouais, effectivement, un rebond assez net aujourd'hui, dans des volumes faibles, toujours 2,5 milliards échangés sur le CAC. Un indice parisien qui bondit d'1,2% à l'arrivée, au plus haut du jour, 4 292 points. On a acheté pas mal de valeurs dans le secteur financier, l'automobile également bien représenté. Et puis les utilities, Veolia en tout cas, qui termine en tête du CAC ce soir avec une hausse de 4,4%. Dans le secteur financier, on a Société Générale qui prend quasiment 3%, AXA gagne près de 2%, BNP Paribas gagne 1,7%, Total et Sanofi, les deux poids lourds du CAC qui étaient en soutien de la tendance également, avec Sanofi notamment qui gagne 1,65%. Hors CAC, on notera la performance d'Air France KLM qui rebondit aujourd'hui avec un franchissement des 8 €. On est en hausse de 3% sur le titre Air France KLM. Atos, soutenu par une note d'analyste, gagne plus de 3% ce soir. À l'inverse, le secteur des spiritueux, plutôt sous pression aujourd'hui. Rémi Cointreau perd 1,6%. Pernod Ricard recule de plus de 1%. Et puis EDF qui signe une baisse de 0,8% ce soir dans un marché parisien qui termine en hausse. Un net rebond du CAC aujourd'hui. On revient quasiment à 4300 points. 4292 points et une hausse d'1,2%. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités du Club de la Bourse, Isabelle Henos, directrice adjointe de la gestion de B Capital, Fabrice Sémant en plateau également avec nous, le cofondateur de Lutetia Capital, et par téléphone, on retrouve Jérôme Vinorier, analyste technique. Jérôme, vous le disiez très clairement, là, beau rebond aujourd'hui en Europe et à Paris notamment, avec un CAC qui se rapproche de zones de résistance là.
Bon rebond aujourd'hui, effectivement, on a une séance de progression qui est nette. D'ailleurs, on termine sur les plus hauts du jour. On a un S&P 500 aux États-Unis qui est sur un nouveau plus haut historique, le Nasdaq 100 au plus haut depuis 15 ans. Donc, on bénéficie de cet engouement, mais force est de constater qu'en Europe, on est à la traîne par rapport aux États-Unis, puisqu'on est encore 7% sous les plus hauts annuels et encore très loin des plus hauts historiques. Donc, on a une sous-performance du marché action européen et les niveaux de résistance sur lesquels on arrive actuellement, que ce soit sur le CAC 40, mais les homologues européens, on a le même type de configuration, eh bien, incite à se montrer prudent. C'était davantage de la zone des 4100, 4150 qui était intéressant de revenir. À présent, on pourrait avoir quelques prises de bénéfices, voire une correction technique, mais là encore, au risque de me répéter, on n'est pas dans un marché baissier. On a eu un épisode correctif d'une dizaine de pourcents depuis les plus hauts annuels, des 4600 points sur le CAC 40. À présent, on est dans une longue phase de consolidation, donc il est difficile de connaître l'issue. Est-ce qu'on va en sortir par le haut et repartir vers les plus hauts annuels d'ici la fin de l'année, ou en sortir par le bas? Quoi qu'il en soit, les seuls éléments techniques qui prédominent actuellement en Europe, c'est qu'on est dans une phase de consolidation. Donc les zones de résistance comme les 4300, 4350 points incitent plutôt à réduire la voilure, se montrer un peu plus prudent pour voir comment justement les investisseurs vont réagir dans cette zone. Est-ce que ça peut dépendre de Wall Street, Jérôme? Vous le disiez, le S&P a un nouveau record là, à plus de 1992 points. Est-ce que l'attitude des marchés européens sera évidemment guidée par l'attitude de Wall Street qui n'a pas corrigé? On a une corrélation, bien sûr, et pour le moment, tout ce qui se dégage des États-Unis, on le voit avec ce plus haut de 15 ans sur le Nasdaq 100 ou ce nouveau plus historique du S&P 500. On est dans un marché toujours haussier aux États-Unis, ce qui n'est plus le cas en Europe, puisque plusieurs éléments, si on regarde des indicateurs techniques de moyen terme, comme les moyennes mobiles, montrent qu'on a cassé ce rythme haussier qu'on avait depuis 2012-2013. Sur un an glissant, on avait gagné 28%. On a enfoncé des niveaux support, les moyennes mobiles long terme se retournent, donc on a clairement une inversion du rapport de force qui est en train de se manifester en Europe. En revanche, on n'est pas pour autant dans un marché baissier, donc on peut voir ce marché action américain continuer de progresser, d'inscrire de nouveaux records, sans pour autant que l'Europe parvienne à inscrire de nouveaux plus annuels. C'est la raison pour laquelle, dès lors qu'on revient sur les plus hauts historiques sur le S&P 500, on peut avoir une pause technique ou des prises de bénéfices, et la sous-performance européenne va faire justement qu'on va avoir tendance à céder du terrain, même si les États-Unis restent stables. Isabelle Enos, chez B Capital, là, c'est quoi le profil des portefeuilles que vous gérez aujourd'hui là? Vous les mettez dans quelle configuration ces portefeuilles? On les a d'abord, effectivement, ce qui vient d'être dit, on a un peu la même opinion. On a baissé un petit peu nos allocations pour justement dans cette phase qui va être peut-être un petit peu plus perturbée que ce qu'on a pu connaître, que la grande tendance qu'on a connue depuis l'été 2012, d'avoir un peu plus de cash pour pouvoir être beaucoup plus mobile et effectivement, essayer de jouer au maximum cette consolidation latérale qu'on aura peut-être pendant un certain temps. C'est une période de temps qui va être indéterminée, mais effectivement avoir un peu plus de liquidité pour pouvoir essayer de travailler cette zone-là. Et puis on a reconstitué un petit peu nos portefeuilles qui étaient très cycliques. On garde de la cyclicité dans les portefeuilles. Il en faut aujourd'hui. On est quand même sur un marché qui est en reprise, même très faible, mais qui a quand même qui a quand même un peu de reprise. Et on a mis un petit peu plus de valeur défensive. Donc on a rééquilibré globalement un peu les portefeuilles parce qu'on voit quand même, et on l'a vu hier dans le secteur de la bière, que on a des valeurs, on va continuer à avoir des sociétés qui vont tirer leur épingle du jeu. Maintenant, il faudra pas avoir une lecture qui est totalement sectorielle comme on a pu l'avoir à un moment donné avec des secteurs de la banque qui ont bien bénéficié de tout ce qui a été fait du côté des banques centrales. On peut l'avoir encore spécifiquement sur la banque parce que on a quand même des attentes encore à venir dans les mois prochains sur la banque centrale. Mais après, secteur par secteur, il faudra aller chercher les leaders puisqu'il y aura des leaders, et il y aura des sociétés qui s'en sortiront un petit peu mieux. On l'a vu hier entre Carlsberg et Heineken, c'était vraiment un arbitrage radicalement différent effectivement. Carlsberg exposé à la Russie, on va le dire, voilà. qui a perdu 4 ou 5, quasiment 4%, et Heineken qui prend plus de 7 et qui a continué aujourd'hui. Bon, Fabrice, c'est vrai que là, ces phases de consolidation latérale, c'est un jargon technique pour dire que voilà, le CAC va
plus rien faire là pendant un petit moment peut-être. Hein. Oui, enfin, on l'a dit précédemment. Je pense que le principal enjeu, ça va être, je dirais, le timing de remontée des taux aux États-Unis, qui peut provoquer une onde de choc non seulement sur les marchés américains, mais je dirais par accro sur les marchés européens, avec effectivement le point d'interrogation qui est l'approfondissement des mesures de politique économique de Mario Draghi. Nous, je dirais, en termes de stratégie de gestion, on a eu, je dirais, une modification très radicale des profils déjà en fin d'année dernière, où on a coupé quasiment la totalité de l'exposition action, on a coupé la quasi-totalité de l'exposition obligataire, et on s'est mis quasiment en totalité, ce qui nous était jamais arrivé, sur des produits de type performance absolue, puisque aujourd'hui on est dans une configuration où objectivement on n'est pas très confiant sur le marché obligataire aujourd'hui, parce qu'il a tout simplement donné tout ce qu'il pouvait donner de notre point de vue, même si on peut avoir effectivement tort. Quelqu'un qui avait acheté une obligation allemande à 10 ans, 31 décembre, c'est vrai. Ça fait 10%. C'est vrai, hein. c'est vrai, absolument, c'est vrai. Mais c'était une prise de risque très importante. C'est vrai, mais c'est pas effectivement notre philosophie. Mais en revanche, à l'inverse, je me souviens qu'on se parlait il y a 2-3 ans, où personne ne voulait acheter les marchés actions, où nous on achetait Boiron en 18,50 quand ça venait de perdre 40%. Et donc, dans la mesure où on a profité très très largement de ces phases de hausse, on préfère se priver, et il y en aura, et très vraisemblablement c'est effectivement un manque à gagner, et il est peut-être pas faible, mais on préfère, comme on a très très bien gagné, se concentrer, je dirais, sur une gestion du risque, parce que ce qu'on souhaite éviter à tout prix, c'est parce que ça arrivera, d'être dans la situation où les portefeuilles de nos clients, quel que soit leur profil, soient en très forte perte. Pour vous donner juste un exemple du produit de volatilité dont on parlait tout à l'heure, on est quand même à plus 12 depuis le début de l'année, après plus 55% l'année dernière. Donc si vous voulez, des produits de performance absolue au-delà des nôtres, il y a beaucoup de produits en performance absolue qui, en l'occurrence, n'ont pas de biais marché, sont décorrélés. Et voilà, il faut l'expliquer, c'est des produits qui sont décorrélés effectivement des tendances indicielles des marchés, pour parler des actions, qui protègent le patrimoine. C'est souvent de la gestion un peu alternative, de l'arbitrage, du long short. Voilà, c'est des stratégies un peu différentes du long only classique. Exactement. Non, mais le long only qui est très bien dans des marchés, je dirais, dans des marchés, voilà, clairement disloqués comme on pouvait l'être. Aujourd'hui, par exemple, c'est là aussi un peu contrariant comme approche, mais je pense que ça va être de plus en plus intéressant de parler des émergents, de regarder par exemple des pays comme la Russie. Aujourd'hui, vous avez Sberbank. Encore une fois, si vous enlevez l'épée de Damoclès qui est les sanctions contre la Russie, vous avez une dévalorisation qui sont... Vous avez envie d'acheter les banques russes. Absolument, on a tout à fait envie d'acheter, en tout cas on regarde, même si pour le coup c'est quelque chose qui est évidemment un pari, c'est pas une part importante des portefeuilles, mais je dirais que ça c'est des choses qui nous paraissent plus intelligentes pour le long terme. Jérôme, bon, intéressant, hein, effectivement, là, les stratégies alternatives d'arbitrage qui peuvent se révéler peut-être plus intéressantes aujourd'hui. Il y a des secteurs ou des actifs là qui peuvent encore apporter de la performance selon vous, Jérôme ? Alors effectivement, la lecture sectorielle est une alternative pour éviter d'être justement de souffrir de ces marchés de consolidation latérale, comme ça risque d'être le cas encore quelques temps en Europe. On peut trouver des secteurs, soit en étant vendeur, soit en étant long sur ces secteurs qui continuent de bénéficier de leur thématique, tout simplement, du développement international notamment. Actuellement, on a un secteur, ça fait quelques semaines qu'il surperforme, c'est la technologie. On a notamment des valeurs comme Capgemini en France, mais si on regarde également les autres valeurs européennes, Nokia, Ericsson ou ASML dans les semi-conducteurs aux Pays-Bas, qui sont très bien orientés, qui restent dans des dynamiques haussières, ce qui n'est plus le cas sur ces indices européens. On a également l'alimentation et la santé. Bon, là, on revient sur des valeurs plutôt défensives. Et à l'inverse, les secteurs à éviter, ça sera vraiment la distribution en particulier, avec des valeurs comme Casino qui ont vraiment montré là des signes de retournement et devraient continuer de corriger ces prochaines semaines. Merci beaucoup Jérôme pour votre analyse technique. Jérôme Vinorier qui nous accompagnait pour la clôture ce soir. On se retrouve dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse pour le dernier quart d'heure avant le grand journal à 18h sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Les analyses en fin de séance réalisées notamment par Jérôme Vinorier, qui travaille sur des analyses aussi pour Enlil.com pendant un moment. Toujours vendeur sur mon euro-yen, plusieurs articles partagés par Phil, notamment du côté de LRFX, un graphique. On voyait une impulsion baissière ici sur l'argent et un mouvement qui pourrait se poursuivre vers les 9.01, pense éventuellement Phil. Ça paraît vraiment énorme, mais c'est des cours qu'on avait atteints en 2003, donc à des dates pas si éloignées. Donc un biais clairement baissier.
Phil qui laissait un autre lien. Kubushi qui disait 9 ce serait formidable, donc il doit être aussi vendeur sur l'argent. La file de discussion dédiée à l'argent, on va retrouver sur DailyFX. Phil a partagé le lien. Alors, je dois vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée à tous, de bons trades, des vidéos qui arrivent prochainement. Là, une petite vente sur l'euro-yen que je vais surveiller. Donc je la maintiens et on va voir ce que donnent les cours. Les acheteurs tentent de reprendre en main le marché et marquent de nouveau plus haut. La dynamique de fond est haussière, donc je suis méfiant. Si les acheteurs reviennent trop fort, je n'hésiterai pas à prendre ma perte et éventuellement me retourner, mais ça me dirait qu'il y a une grosse impulsion à cette heure-là. C'est toujours possible, donc il faut être méfiant. Si les vendeurs reviennent, tant mieux. Si ça stagne, eh bien, je clôturerai dans la soirée. Bonne soirée à tous, bon trade, à bientôt sur videobourse.fr. Et même quand je suis pas en live, bien sûr, vous pouvez suivre les résultats et les prises de position sur le compte via le suivi du MyFXBook. À demain, 14h, pour une nouvelle session de trading en direct.